passage, il est devenu magique. Avec l'Eurostar Magique, vous surfez à toute vapeur sur un coussin d'air. Vous évitez les faux plis grâce à la soufflerie et à l'aspiration exclusive. Même les grands garçons en sont soufflés. L'Eurostar Magique, votre magicien à vous. Caisse Maladie Supra. Assurance Natura, avec une très large couverture des médecines naturelles. Supra, aucune augmentation sur l'assurance de base pour les enfants et des primes modérées pour les parents. Supra, dans toutes les branches de l'assurance maladie. Supra, votre santé, votre force. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre édition hebdomadaire d'AMAG News vous ouvre ses portes. Bienvenue et merci d'être des nôtres. En studio ce soir, une élégante, la Skoda Felicia Comfort. Une série spéciale qui se distingue en particulier par son riche équipement. De série, direction assistée, vitres électriques à l'avant, toit ouvrant en verre, verrouillage central avec télécommande, tapis spéciaux et système d'alarme. Pour votre sécurité, la Comfort propose deux séries, ABS et double airbag. Les moteurs de 1,3 litre à 1,9 litre assurent économie et prestations. La Skoda Felicia Comfort, berline ou station wagon, comporte un coffre variable avec beaucoup d'espace. La Skoda Felicia Comfort déjà à partir de 15 990 francs. Et voici nos brèves. Patty Schneider n'est pas la seule amoureuse de la VV Lupo. En effet, des centaines de Suisses n'ont pas hésité à acheter la nouvelle Lupo compacte et spacieuse. À la plus grande exposition des véhicules pour le temps libre, encore ouverte à Berne jusqu'à lundi, ne ratez pas l'occasion de visiter le stand VV. Dans la halle 4, vous trouverez la gamme complète des véhicules pour le temps libre de VV. La Seat Toledo, avec l'un des plus grands coffres de sa catégorie, jusqu'à 1300 litres, est à l'évidence la voiture pensée pour qui a besoin d'espace. De série, elle offre également l'air conditionné. La Seat Toledo est disponible à choix avec un moteur à essence de 100 à 150 chevaux ou turbo-diesel à injection directe de 110 chevaux. Prêt au départ et bien équipé pour l'hiver avec l'assortiment d'entretien d'hiver au prix de 49 francs seulement. Réglez les phares correctement, contrôlez les essuie-glaces et le lave-glace, complétez l'antigel du lave-glace, contrôlez le chauffage de lunettes arrière, contrôlez le système de chauffage, nettoyez les glaces à l'intérieur et à l'extérieur, vérifiez le niveau d'huile moteur, traitez les serrures et les joints en caoutchouc contre le gel, vérifiez les chaînes à neige, le tout inclus au prix de 49 francs seulement et en sus, votre cadeau, un kit d'outils de poche universel en 9 pièces. Avec UBS Key Club ou Autoprofit, échangez vos points et circulez à peu de frais. Les paiements partiels ou intégraux se font dans un rapport de 1 pour 1. Dans le monde de la compétition, Audi est paré pour confirmer ses légendaires succès avec une nouvelle super sportive. La voiture appelée en code R8 participera aux 24 heures du Mans avec le team Yost. L'arrivée de la saison d'hiver n'est pas un problème pour qui conduit une Porsche. Grâce à la répartition optimale des poids, à la capote de grande qualité et sur demande, le hardtop pour la Boxster. Même la 911 Carrera, maintenant aussi disponible dans la version 4 avec la traction intégrale permanente, et les partenaires Porsche vous garantissent une excellente sécurité avec des conseils et des pneus d'hiver adaptés à chaque modèle. Le Touring Club Suisse a testé sous la loupe la consommation de carburant. Dans la rubrique diesel économique, nous trouvons dans les 10 premières 9 voitures importées par le groupe AMAG. Si nous regardons plus attentivement, nous voyons que 4 voitures parmi les 5 premières championnes de la consommation diesel appartiennent au groupe AMAG. Cet hiver, vous serez en sécurité avec la location de la flotte des voitures d'Europecar, équipées avec pneus d'hiver, chaîne à neige et tout ce qu'il faut pour dégivrer. Évaluez avec attention l'offre d'hiver des voitures en location d'Europecar.
AMAG Leasing, l'offre de la semaine. Confortable et convaincante à un prix convenable. Avec AMAG Leasing, la Skoda Felicia Confort est déjà vôtre à partir de 7,15 francs par jour. Bravo les romans, toutes nos félicitations à Valérie et Philippe Laroumagne, à Montereau, dans le canton de Vaud, qui ont gagné une Skoda Felicia. Madame et monsieur, bonne route. J'en suis follement amoureuse. Je l'ai connue par une annonce. Une rencontre pareille, c'est canon. On vit une relation très forte. Ce qui compte, c'est que ça dure. Ça n'a l'air du rien, mais en profondeur, c'est du sérieux. Et tout le reste, c'est du cadeau. Ma nouvelle coquette, elle s'appelle Lupo. Et maintenant, vous en êtes aussi tombé amoureux? Petite, mais très vévée, la Lupo. Si vous aussi êtes amoureux, à l'instar de Patty Schneider, vous pouvez à présent jouer avec nous et gagner vous aussi une Lupo, car voici la question de la semaine. Quelle marque possède une nouvelle voiture sportive 4 SVV, Seat, Skoda, Audi ou Porsche? Téléphonez maintenant. Vous pouvez gagner instantanément ce porte-document léger et pratique, disponible chez tous les agents Seat ou directement à la boutique AMAG. Et le prix du mois, bien sûr, une VV Lupo. Madame et monsieur, AMAG News prend ainsi fin. J'espère que nous aurons l'avantage de vous retrouver samedi soir prochain sur TSR2. D'ici là, que la semaine vous soit légère. Au revoir. FC Zurich et contre le Celtic de Glasgow, match retour, Coupe de l'UEFA en direct mardi sur TSR2. Fan de sport, avec Groupe Mutuelle Assurance. Madame, Monsieur, bonsoir. En 45 minutes, on va faire le tour de l'actualité sportive de ce dernier samedi du mois d'octobre. On va notamment vous parler de sport mécanique, on va vous parler de hockey sur glace, de football, bien évidemment. En football, d'ailleurs, il y avait un match derby roman très attendu cet après-midi à Sion. Sion accueillait Lausanne, un match qui a tenu toutes ses promesses. On va vous montrer une douzaine de minutes de cette partie. Les meilleurs moments avec Jean-François Develay. C'est parti ici à Tourbillon pour ce derby roman avec dans les deux équipes quelques petits changements par rapport aux habitudes. En fait, du côté du Lausanne Sport, c'est l'équipe type instaurée par Pierre-André Schurman depuis qu'il a pris le pouvoir. Du côté du FC Sion, il y a des changements par rapport au match de mardi contre Grasshopper, avec notamment le retour de Grichting qui était suspendu et celui de Berton. On s'attend à un match extrêmement engagé. Le FC Sion, on le sait, est bien meilleur chez lui qu'à l'extérieur. L'anecdote veut que le FC Sion n'a plus perdu ici depuis le 2 août. Lausanne, lui, n'a plus gagné à l'extérieur depuis la même date. On s'attend donc à un match intense, à un match entre deux équipes qui ont toutes les deux besoin de points. On est à la demi-heure, coup franc pour le Lausanne Sport que va tirer Paolo Diogo. Coup franc dangereux pour les Vaudois. Les grands sont montés, notamment Pucci là-bas. Paolo Diogo, pied gauche, c'est bien joué, deuxième poteau. C'est justement pour Pucci, le ballon n'est pas dehors. Remise de Tur et goal de Douglas et 1-0 pour le Lausanne Sport. Alors, c'est un but assez étrange parce que les défenseurs sédunois étaient persuadés que le ballon allait sortir. Léonard Tur, lui, a suivi et il a servi parfaitement Philippe Douglas. On revoit le coup franc de Diogo qui cherche Pucci. Pucci qui s'élève, qui manque sa tête et là, eh bien les sédunois, ils s'arrêtent de jouer. Regardez, ils s'arrêtent de jouer. Mais en revanche, Tur, lui, a suivi le ballon et il sert Philippe Douglas 1-0. 1-0 après 31 minutes de jeu ici à Tourbillon pour Lausanne.
Daniel Ancet qui ne peut strictement rien sur le but. Il est fusillé à bout portant. À dégager et le ballon va redevenir lausannois. Aurel pour Celestini qui est étrangement seul. Grichting est venu en appui et le ballon maintenant va à Thur. Le ballon pour Diogo. Thur a marché sur le ballon et Diogo a voulu le frapper mais il n'est pas parvenu parfaitement. Sa frappe est un peu molle. Ancet, mauvais dégagement d'Ancet. Heureusement pour Sion, Rennes a raté son contrôle. Et maintenant c'est Londono qui va repartir à l'attaque. Lausanne incontestablement a été mis en confiance par ce but. Londono qui va s'avancer, frapper, arrêt d'Ancet, 2-0. Incroyable action des joueurs lausannois. Mais on dira quand même qu'une nouvelle fois la défense sédunoise apparaît étrangement apathique. Parce que là, Londono a pu parcourir près de 30 mètres avant de frapper. Ancet fait ce qu'il peut et il le fait plus que bien. Mais ça ne suffit pas. Thur surgit 2-0, 37e minute. Alors, grosse douche froide pour le FC Sion. 2 buts en 6 minutes. C'est rude. Avec ici une intervention musclée de Christophe Aurel sur Berton. C'est rude parce que c'est au sortir d'une pression valaisanne. Remise en jeu Duru. Loin devant pour Benson qui a gagné. Et tête de Tolo. C'était bien joué la longue remise de Duru. La tête de Benson qui saute très haut. Et puis Tolo qui échoue. Toujours 2-0 pour Lausanne. Alors si on va pouvoir repartir à l'attaque avec Keno. Benson. Vanetta. Benson. Berton, ça c'est pas mal avec ce centre au premier poteau pour Tolo. Bien anticipé, bonne anticipation de Martin Brunner. Deux grosses minutes avant la fin du temps réglementaire. Lausanne qui mène 2-0 et Lausanne qui reprend possession de la balle. Sion a de la peine, tacle de Grichting sanctionné par l'arbitre. Lausanne joue très vite et tout de suite ballon pour Celestini qui va pouvoir frapper. Et c'était une bonne balle, c'était une balle de but. Ils sont un poil inattentifs les défenseurs sédunois sur ce genre de coup. Frappe de Celestini à la 45e minute. Et dégagement Ancet. Keno. Un ballon perdu par Bugnard. Bêtement, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est Celestini qui va chercher Pantelic. Bon retour de Vanetta. Grichting. Et de Lee. Benson maintenant. Et la toile tissée par les Lausannois s'est refermée. Ballon récupéré. Rennes, Celestini, Londono, Enzi, Celestini. C'est bien joué de Fabio Celestini. Paolo Diogo. Diogo qui a servi Rennes. Attention, c'est dangereux. Il y a Douglas qui est dans le trou. Douglas tout seul. Et Douglas 3-0. Alors que l'on en est à la 46e minute. On joue depuis 45 minutes et 24 secondes. Et alors là, le Lausanne Sport a vraiment fait un mouvement digne des écoles de football. Avec à la conclusion cette passe parfaite de Stéphane Rennes pour Philippe Douglas. 3-0. Deuxième but de Philippe Douglas.
et l'arbitre ne va même pas laisser le temps de réengager. On en est donc à 3-0 à la mi-temps. C'est le ciel qui est tombé sur la tête du FC Sion. La preuve, il pleut et il y a des éclairs dans le ciel. Au dégagement, Christophe Orel avec un ballon qui peut être dangereux. Bonne tête de Grichting. Et c'est l'arbitre qui a fait une passe au joueur valaisan. Et attention, ça peut être dangereux avec ce démarrage de Tolo. Tolo face à Brunner. Tolo qui frappe, arrêt Brunner. Alors, action extrêmement bizarre de la 65e minute que ce solo de Tolo qui a échoué sur Brunner, et la passe initiale venait de l'arbitre. Mais c'était évidemment un incident de jeu parfaitement normal, regrettable mais parfaitement normal. Heureusement pour l'équité, Sion n'a pas marqué. Et là, il y a une nouvelle faute, cette fois-ci de Christophe Orel sur cette percée de Benson. Sion qui est menaçant mais qui n'arrive pas encore à déstabiliser définitivement la défense lausannoise. Mais le match n'est pas terminé. Coup franc de Edeli. Et attention à cette tête de Biaggi. Et c'est Lausanne qui va pouvoir se dégager. Avec une faute de Pascale sur Pantelic. Et un carton pour Pascale. Carton de la 66e minute. Loin devant pour Tur à la lutte avec Grichting. Le ballon reste dans les pieds de Pantelic. Pantelic qui a eu la lucidité nécessaire pour servir Diogo Rennes. Diogo, Pantelic, ça c'est propre. Pantelic a tenté le dribble. Attention, ça peut être le contre pour les Valaisans. C'est une chance, une grosse chance avec le ballon de Tolo pour Guessant. Tolo, Guessant qui peut rendre là-bas. Biaggi. Oh, comme c'est très bien joué. C'était remarquablement bien joué de tout le monde, de Guessant qui sert Biaggi extérieur du poteau. On était à la 70e minute, toujours 3-0 pour Lausanne. Chagelian, contrôle déficient et faute de Chagelian sur Grichting. Mais tout ceci ne fait pas tant les affaires des Valaisans, dont le rythme a été un petit peu cassé. Tête de Biaggi et sprint de Benson. Benson qui est allé plus vite que tout le monde. Centre, dégagement Londono. Ah, il va lui aussi très vite là, Benson. Et Sion se rapproche du but de Brunner. Moins d'un quart d'heure et le FC Sion qui est toujours mené 3-0 mais qui pousse. Keno, à droite, il y a Guessant. Et puis le ballon a été récupéré par Rennes. Chagelian. Tur. Avec Chagelian qui redemande la balle, mais Tur va jouer de l'autre côté, c'est bien vu. Il a joué sur Celestini et bon retour de Pasquale. Mais Celestini, alors avec beaucoup d'adresse, va pouvoir donner le ballon du 4-0 à Léonard Tur. Alors là, c'est l'expérience de Fabio Celestini qui a fait la différence. 77e minute. Celestini semble être devancé par Pasquale. Il réussit à lui piquer la balle et à donner à Tur la balle du 4-0. Elle est parfaite, cette passe de Fabio Celestini pour Léonard Tur. On est dans les arrêts de jeu ici au stade de Tourbillon avec un Lausanne Sport qui tient une belle et bonne victoire, 4-0. C'est un petit peu sévère pour le FC Sion parce que les Sédunois ont manifesté beaucoup d'ardeur, mais ils ont manqué de lucidité, la lucidité qui était alors l'arme maîtresse des Vaudois, qui ont su trouer la défense valaisanne à 4 reprises et peut-être même à 5. Attention encore à Rennes qui tente un petit lob juste au-dessus. Ah, ça aurait été le couronnement du match exemplaire du Suédois. Le FC Sion qui a souffert, qui a beaucoup souffert face à la maîtrise technique et tactique de son adversaire. Lausanne a su avoir le cœur nécessaire pour résister aux assauts sédunois et pour porter des contre-attaques alors absolument magnifiques. Et c'est ceci qui explique que Lausanne s'impose finalement 4-0
à Tourbillon. Peut-être encore une dernière occasion pour Diogo. L'arbitre ne siffle toujours pas la fin du match avec Benson qui repart avec Guessant. Voilà, c'est terminé. 4-0 pour le Lausanne Sport ici à Tourbillon. Oui, décidément, ça ne marche pas très fort ces temps-ci pour le FC Sion et cette nette déconvenue tombe 4 jours après le sec 4-1 concédé contre Grasshopper mardi à Zurich. On écoute l'entraîneur sédunois Joren Dries. Oui, on était vraiment passé à côté de tout le match. La première mi-temps, elle était vraiment catastrophique sur le plan individuel, surtout on n'arrivait pas à jouer une passe dans les pieds des autres, mais je ne veux pas maintenant faire le procès à quelqu'un. Il y a des jours comme ça, malheureusement c'était aujourd'hui ici à la maison, mais je ne veux pas dire maintenant des choses à chaud. Il faut bien réfléchir et il faut tirer les conclusions. Je suis très triste qu'on n'a pas pu offrir quelque chose à notre public. Et à la fin ou à la deuxième mi-temps, on a vu, c'était vraiment pas notre jour. Il y a encore la poisse qui se mêlait. Et c'était une promenade pour Lausanne. Je peux féliciter Lausanne. À nous de sortir maintenant de cette petite crise. L'autre match de l'après-midi en Ligue nationale A opposait le FC Lucerne au FC Bâle. Résumé, Michel Détria. À l'Allemagne, Lucerne n'avait pas le droit de se louper. Cor, lui, manque ce pénalty. Parade d'Oubert, 11e minute. Les Lucernois qui dominent dans cette première période, mais qui vont se faire abuser par ce tir de Frick, pas assez dévié par Crevoisier. 1-0 pour le FC Bâle. Grosse erreur du portier jurassien du FC Lucerne. C'était la 19e minute. Un rebond fatal et c'est 1-0 pour le FC Bâle. Les Lucernois vont continuer sur leur lancée. Heinz Moser voit côté gauche Brunner. Brunner, un centre. Un peu de confusion dans les 16 mètres. Vukic laisse à Koch qui se rachète de son pénalty manqué. C'est un partout à la 28e minute. Les Bâlois n'ont pas eu de chance sur cette action. Et Koch tire entre deux défenseurs pour tromper Hubert pour la première fois. Remise de Vukic et Koch. 1-1, c'est le score à la pause. Seconde mi-temps, Brunner. Une balle au centre. Un renvoi de Ceccaroni. Koch encore. Et là, il n'hésite pas à fusiller Hubert. C'est 2-1 pour Lucerne à la 53e minute. On va revoir le tout. Le centre de Brunner. Et puis les défenseurs bâlois qui sont mal placés. Koch amorti et tire. Il n'y a rien à faire une nouvelle fois du côté d'Hubert. Les Lucernois veulent se mettre à l'abri sur ce corner de la 60e minute. Ils y parviennent grâce à Brunner qui a été dans tous les bons coups ce soir. C'est 3-1 sur un corner de l'Allemand Kögel. Brunner était laissé absolument seul. Et pour parachever le tout, Lucerne s'offre un dernier but sur une lumineuse inspiration de Vukic dans l'axe. Moser est le plus prompt, 75e minute. La défense bâloise est très passive en l'occurrence, 4-1. C'est le score final, il n'y a rien à redire sur le résultat. Bâle était privé de Ritschkoff, suspendu. Lucerne, qui a de gros problèmes financiers, se rapproche de la barre. Il peut espérer être du bon côté au printemps prochain pour la plus grande joie de son public. Ils étaient 7960 ce soir à l'Allemagne. Je vous rappelle que jeudi soir, Zurich a battu Saint-Gall 3-1 et qu'hier soir, Grasshopper a conforté sa deuxième place au classement intermédiaire en battant facilement Haro 3-0. 3 jolis buts que nous commente une fois encore Michel Détria. Nous ne sommes pas au Hartturm, mais à Haro, qui enregistrait sa plus mauvaise affluence de la saison. Seulement 1600 spectateurs pour ce spectacle de glissade entre Haro et Grasshopper. À la 23e minute, action de Tararace vers Comisetti, puis Turkilmaz qui élimine proprement Benito. 1-0 pour Grasshopper. C'est le 4e but pour le fantasque Koubi, une réussite fort bien amenée et fort habilement terminée. Un assist pour Comisetti. Six minutes plus tard, coup franc d'Esposito, tête de Haas, 2-0. Le marquage argovien est bien approximatif et Benito est en retard. Dès lors, les Zurichois vont jouer sur du velours. En seconde période, Kavelashvili a un contre favorable. Des Napolis en profitent pour s'engager.
et sert habilement Smiljanic 3-0 après 91 minutes de jeu. C'est le score final. Bonne opération pour Grasshopper qui a l'habitude des mauvais terrains et qui se place à 5 points derrière Servette, mais avec un match de plus. Voilà, il a tout dit ou presque, Michel Détriat. On va récapituler en tout cas les résultats de cette soirée, de cette fin de semaine plutôt en Liga, puisque Zurich-Saint-Gall c'était jeudi, Grasshopper c'était hier soir, et puis aujourd'hui donc victoire de Lucerne et victoire de Lausanne, 16 buts en 4 matchs, c'est beaucoup. Les deux autres matchs, Lugano Young Boys et Servette Xamax, ce sera pour demain. Je vous signale que la partie, le derby roman entre Servette et Xamax est en direct sur TSR2 à partir de 16h10. Le voici le classement, avec toujours un solide leader, c'est Servette, 5 points d'avance sur Grasshopper. Et puis on constate que Lausanne revient à la 3e place, mais les positions se resserrent, alors que c'est également serré autour de la fameuse barre fatidique. On va voir ce qui s'est passé maintenant en Ligue nationale B, où 3 matchs se sont disputés cet après-midi. Le Stade Nyonnais a fait match nul contre Kriens un partout. La victoire de Soleure contre Étoile Carouge, c'est une mauvaise affaire pour les Carougeois, 2-0. Et puis 6 buts à Ville pour la partie entre le leader et Baden, 3-3. Les deux autres matchs, Thun de Lémont et Verdon, Chiasso, c'est pour demain, alors que la partie entre Chafouz et Locarno a été renvoyée au 11 novembre prochain. Le classement de Ligue B est le suivant. Ville toujours bien placé en tête, loin devant. Étoile Carouge pourrait être remontée par Delémont demain en cas de victoire des Jurassiens. Kriens est la 4e équipe placée du bon côté de la barre. On va faire maintenant un petit tour d'horizon des championnats à l'étranger pour vous dire d'abord qu'en France, c'est fait. L'OM a pris seul le pouvoir à l'issue de la 11e journée de championnat. Les Marseillais, facile vainqueurs de Lorient hier soir 3-1, profitent de la défaite des Girondins de Bordeaux contre Strasbourg 3-2 pour se placer en tête. Rennes est 3e, Monaco 4e, Auxerre 5e. En Italie, 3 matchs se sont disputés aujourd'hui, dont un certain Parme-Fiorentina. Les Parmésans se sont imposés 2-0, la Fiorentina reste pourtant en tête et seule en tête après cette match, mais elle pourrait bien être rejointe demain par la Juventus qui jouera contre la Sampdoria de Gênes. En Allemagne, le Bayern de Munich a subi sa première défaite du championnat. Il a été battu 1-0 par l'Eintracht de Francfort, qui n'est pourtant pas un foudre de guerre. Il n'est que 16e au classement. Le Bayern conserve toutefois la tête du championnat avec la même avance, avec 5 points, puisque son poursuivant immédiat, Munich 1860, a lui aussi été battu 3-2 par Wolfsburg. Et puis pas de changement en Angleterre, même si Aston Villa n'a pas joué. Le match entre Aston Villa et Chelsea a été renvoyé. Manchester United est toujours 2e, il a gagné 4-1 contre Everton, et Arsenal est toujours 3e, il a gagné 1-0 contre Coventry. Et puis pour la petite histoire, eh bien sachez que l'ailier de Manchester United, Brian Giggs, s'est fracturé le pied gauche. C'est une mauvaise affaire pour Manchester, qui jouera mercredi en Ligue des Champions contre Brøndby Copenhague. Voilà, place maintenant au sport mécanique. On va vous parler du rallye du Valais qui s'est terminé en fin de semaine, en fin d'après-midi. La dernière manche du championnat de Suisse de la spécialité a finalement souri aux Jurassiens. Olivier Bury. Bury qui a eu une belle bagarre avec Cyril Henny, le nouveau champion de Suisse. Et on va voir comment ça s'est passé avec Bernard Hémaux. Le duel entre Olivier Bury et Cyril Henny s'est poursuivi sur les routes valaisannes. Les deux pilotes ont connu de sérieux problèmes aujourd'hui. Cyril Henny est sorti dans la 3e spéciale et il a perdu 1 minute 12 dans l'aventure. Dans la spéciale d'Unzer, là on est parti très fort sur l'asphalte pour essayer de vraiment faire un bon turn sur l'asphalte. On savait que la neige était là par la suite. Il fallait attaquer très fort sur l'asphalte et pour pouvoir essayer de garder la tête de la course. Ma foi, ça n'a pas passé. Bury, quant à lui, était furieux. Pris dans les embouteillages à Sion, il est arrivé avec 4 minutes de retard aux casernes, ce qui lui a valu une pénalité. Ici, on vient de perdre une quarantaine de secondes sur le routier. On était enfermé derrière des gens qui roulaient à 40 à l'heure. Enfin, on n'a pas osé prendre de risque de dépasser et puis de se mettre hors course. Mais c'est un vrai scandale, je suis révolté. On perd 40 secondes, comme si on s'était arrêté 40 secondes dans une spéciale. Quant à Jean-Laurent Girolamo, il a accompli la remontée du jour. Il est 3e derrière Henny et Bury. Olivier Gillet est 4e, Roux 5e.
Il est fâché, Olivier Bourri, mais il gagne quand même, donc c'est sa 5e victoire. On reviendra avec un sujet plus complet demain sur cette dernière manche du championnat de Suisse des rallyes. Le championnat du monde des conducteurs, lui, se jouera cette nuit sur le circuit japonais de Suzuka, à quelques heures du départ de cet ultime Grand Prix de Formule 1 de la saison. La tension monte, surtout que Michael Schumacher et Mika Häkkinen, qui sont les 2 prétendants au titre, vont se retrouver demain côte à côte en première ligne. Marc Buller. La première explication de ce week-end très particulier pour Michael Schumacher et Mika Häkkinen, c'était les qualifications, déterminantes pour la grille de départ dont on sait l'importance sur l'évolution de la course. Il était 13h ici à Suzuka, moteur. Déjà détenteur du meilleur temps la veille lors des essais libres, Michael Schumacher n'a pas tremblé aujourd'hui lors de cette journée qualificative. Le double champion du monde n'a jamais vraiment été inquiété par ses rivaux. Les tests à répétition effectués ces 30 derniers jours sur différents circuits semblent payer pour la Scuderia. Mika Häkkinen attend son heure. Le Finlandais a tout tenté pour souffler la pole position à son plus grand rival, mais en vain. Le leader du championnat du monde devra se contenter de la 2e place sur la grille. Il suit à 178 millièmes, c'est-à-dire pas grand-chose. Tout est ouvert pour la course. Nous n'avons pas encore défini la stratégie de la course. Nous devons encore y réfléchir. Nous verrons. En attendant, Mika Häkkinen pousse sa McLaren Mercedes au maximum de ses possibilités. Son coéquipier David Coulthard joue à merveille son rôle de lieutenant. L'Anglais termine à la 3e position, à un peu plus d'1 seconde de Mika Häkkinen. Quant à Eddie Irvine, il ne prend que la 4e place, lui qui prétend se sentir à l'aise sur ce circuit. Mais tout peut changer durant la course. La frayeur du jour est signée Ricardo Rosset sur Tyrrell Ford. Le Brésilien ne se qualifiera pas pour ce Grand Prix du Japon. Du côté des Sauber, on fait un peu grise mine. Jean Alesi ne décroche que le 12e rang, juste derrière son coéquipier Johnny Herbert, mais toujours bien loin de la pole position. L'avantage psychologique et stratégique revient donc à Michael Schumacher qui devient ainsi le favori numéro 1 de ce Grand Prix du Japon. Cependant, Mika Häkkinen reste à mes yeux le prétendant principal à la couronne mondiale. Car fort de ses 4 points d'avance au championnat, le Finlandais peut se contenter de calquer sa course sur celle de l'Allemand. À condition bien sûr que personne ne vienne s'immiscer dans ce combat des chefs, ce qui est loin d'être exclu. Réponse demain, dès 5h moins 10 du matin sur TSR1. Et il faudra vous lever tôt, donc, si vous souhaitez suivre ce Grand Prix du Japon en direct. On va passer au hockey sur glace maintenant avec un match qui retenait particulièrement notre attention. C'est le derby des Zeringen qui se jouait à Saint-Léonard. Fribourg jouait contre le club des patineurs de Berne. Au commentaire, Philippe Ducaro. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à Saint-Léonard où l'on joue depuis pratiquement 3 minutes. Saint-Léonard où Gauthieron va tenter d'acquérir son 5e succès de l'exercice pour son 15e match. C'est-à-dire que le bilan de la formation de Pelofi est assez mitigé. Gauthieron qui reste sur 2 défaites mardi soir en Euroleague contre Magnitogorsk et jeudi soir à Zug. Des Fribourgeois opposés au 4e du classement, le CP Berne, qui se retrouve après un début de championnat également mi-figue, mi-raisin. Les Fribourgeois sans doute un peu fatigués, mais qui vont essayer de porter le danger de Tozio avec ici Slaufer. Et premier tir de Slaufer et sauvetage de Renato Tozio. Bonne première occasion pour les Fribourgeois après 3 minutes et 30 secondes de jeu. Et c'est Alexander Godiniuk, l'Ukrainien, qui va pouvoir dégager son camp. Belle première possibilité. Sven Neuenberg derrière la cage bernoise pour les 30 dernières secondes de pénalité infligées à un joueur fribourgeois, le Kuros Keller, mais ce sont les Fribourgeois qui sont dangereux avec Mario Rotaris et sauvetage de Tozio qui pour l'instant fait un match irréprochable. Eh bien les Fribourgeois en infériorité numérique ont bel et bien failli ouvrir la marque, contre-attaque avec Patrick Ovald. Il attend Daniel Marois qui a trébuché sur la ligne bleue. Dégagement des Fribourgeois qui vont, semble-t-il, s'en sortir. Retour de Keller sur la glace d'ici quelques instants. Mais encore une fois, belle occasion pour le HC Gauthieron. On est entré dans la dernière minute de jeu de cette première période. Récupération fribourgeoise encore une fois à la ligne bleue. La belle ouverture de Marquis. Superbe ouverture pour Guiguer. Guiguer pour Rotaris. Un sauvetage de Tozio. Il fait un grand match, un grand premier tiers-temps pour l'instant. Renato Tozio à 30 secondes de la fin de cette période. Superbe occasion pour Mario Rotaris. Contre-attaque avec McLean. McLean qui a vu Weber. Weber, c'était pour Ovald. Rotaris qui récupère. Il a ouvert sur la droite pour Robert Slaufer.
Et un peu seul, Sléofer, il va tout de même. Ouais, goal! Il a trouvé Antoine Desclous qui ouvre la marque pour Fribourg-Gotteron à 13 secondes de la fin de cette première période. Eh bien, c'est un avantage mérité. Le public de Saint-Léonard qui peut exploser. On revoit la passe de Sléofer pour le défenseur fribourgeois. Gotteron 1, Berne 0. Début de la deuxième période avec un Fribourg-Gotteron qui se retrouve en infériorité numérique puisque juste après la sirène il y a eu début de bagarre tout à l'heure et David Douce a écopé de 2 minutes pour dureté excessive. Étrange que ce soit le seul Fribourgeois à avoir écopé de cette pénalité. Toujours est-il que ça va peut-être faire le bonheur des Bernois, même si ceux-ci voient Pavel Torgaïev s'échapper. Torgaïev qui va peut-être tirer et l'arrêt de la jambière de Renato Tosio, mais attention à la contre-attaque bernoise cette fois-ci avec Marois. C'est bien ce qu'a voulu faire Marois, mais bonne intervention défensive encore d'Antoine Desclous, l'auteur du 1-0. Et Puck qui sort hors des limites de la patinoire, mais belle occasion encore une fois pour Fribourg. Antoine Desclous à la ligne bleue avec Tsenhuysen, il a Torgaïev et Cohn avec lui. Attention Torgaïev pour Cohn. La lumière rouge s'était allumée, mais un peu trop tôt en fait. Le puck est passé à un mini poil de moustique du poteau gauche de la cage de Tosio. On a vraiment frôlé le 2-0 après 6 minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Cohn encore une fois, puck repris par Reichert. Attention à Marois, tir de Marois contré dans les patins de Reichert. Les Fribourgeois qui se dégagent avec Cohn, Tsenhuysen. Cohn et ils sont à 2 contre 1. Flavien Cohn avec Torgaïev sur sa gauche. Et c'est Cohn qui tente sa chance, c'est goal. 6 minutes 32 et 2-0 pour Fribourg-Gotteron. Superbe travail de Flavien Cohn. Il avait la possibilité, Torgaïev sur sa gauche. Il a préféré jouer sa carte personnelle. Tosio est battu, il ne peut rien faire. Et pour la deuxième fois ce soir, Saint-Léonard content. Le tir de Cohn. Gotteron 2, Berne 0. On entre dans la troisième période, première minute de jeu. Michel Mouter, côté bernois. On sera curieux, bien entendu, de voir quelle sera la réaction d'ACP Berne qui nous a paru parfois un peu apathique. Conséquence, 2 buts de retard pour la formation d'Oli Schwartz et Giger pour le 3-0. Après 47 secondes dans ce troisième tiers-temps, le 3-0 de Daniel Giger, et bien la 5e victoire fribourgeoise dont je vous parlais en début de reportage est en train de se dessiner. Renato Tosio n'a franchement rien à se reprocher ce soir. 3-0 grâce à l'ancien Zougois Daniel Giger. Et les esprits qui commencent à s'échauffer ici. Les esprits qui commencent à s'échauffer. En fait, il y a eu une faute involontaire de Daniel Marois sur un Fribourgeois. Et les nerfs craquent un peu là dans les deux équipes, notamment côté bernois, sous l'œil de Pelofi qui a décidé de ne plus critiquer les arbitres puisqu'il vient encore d'écoper d'une amende de 300 francs. Et bien voilà une séquence qui plaira sans doute beaucoup aux 5900 spectateurs de Saint-Léonard ce soir. Allez, on préférera parler du score. 3-0 pour Gotteron après 2 minutes 42 dans ce troisième tiers-temps. Eh bien, cette bagarre a fait des dégâts dans les rangs fribourgeois. Vous le voyez, ils sont 4 sur le banc des pénalités. Il y a 2 Bernois également sur le banc des pénalités. Et pendant maintenant pratiquement 2 minutes, Gotteron va évoluer à 3 contre 5. Il y a également des joueurs qui ont écopé d'une méconduite de match. C'est-à-dire que les deux équipes sont incomplètes pour le dernier quart d'heure de cette rencontre. À 5 contre 3, évidemment, c'est l'occasion pour Berne de se relancer complètement. Avec Montandon, avec Leuenberg. Montandon qui a essayé de remettre sur Wald et sur Weber. Rondelle récupérée par Leuenberg. Montandon qui tire. Et arrêt de Slund. Il renvoie directement sur Björn Schneider. Les Bernois ne peuvent pas laisser passer cette occasion. Leuenberg et superbe arrêt de Thomas Slund de la mitaine. Arrêt de toute grande classe de la part du Suédois. Et bien voilà, quand on mesure pratiquement 2 mètres sur ses patins, on peut se permettre d'aller chercher des pucks de ce calibre. Encore 1 minute 14 à 3 contre 5. Et Thomas Slund prouve qu'il est bel et bien l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du championnat suisse.
4 gardiens étrangers d'allure cette saison au championnat suisse qui font les beaux jours dans leurs équipes respectives. Montandon qui rate la réception de cette rondelle. Ah, si les Bernois ratent cette possibilité, eh bien on pourra dire qu'ils auront raté le principal dans ce match. Ovald avec Sven Leuenberg. Schneider de son mauvais côté, Leuenberg, Schneider, Montandon, Östlund devant Ovald. Ah, il se multiplie pour l'instant le gardien fribourgeois. Et Östlund et le poteau sans doute qui repousse ce puck bernois. Encore 30 secondes à 3 contre 5. Et on dégage à la main, mais mal dégagé à la main. Et déviation de Gilles Montandon et Thomas Östlund alors qu'un coup de sifflet avait retenti. Et on revoit encore une fois les interventions de Thomas Östlund. Regardez ici, je pense que c'est le poteau qui doit sauver le gardien suédois. Encore 23 secondes à tenir pour la formation d'André Peloffi. Toujours 3 fribourgeois contre 5 bernois. Ou quand tout ne tourne pas rond dans les rangs de l'ours. Marc Verleun qui va pouvoir dégager son camp. C'est bien joué. De précieuses secondes de Garnier. Et on voit les fribourgeois qui se lèvent maintenant, prêts à reprendre leur place en jeu. Ce sera notamment le cas de Fourler. Attention, ça n'est pas terminé avec Triolzi. Voilà, retour sur la glace d'Olivier Keller. 4 fribourgeois contre 5 bernois. Et retour de Fourler maintenant. Les deux équipes sont au complet. Nouvelle tentative alors que Östlund a cassé sa canne. Et il joue maintenant avec la crosse de Marc Verleun, le défenseur. Et ça devient difficile évidemment pour un gardien de ne pas avoir une crosse adaptée à ses besoins. Contre-attaque avec Pavel Torgaïev. 7 minutes de jeu dans ce troisième tiers. Torgaïev qui oublie le puck devant Triolzi et Steinegger. Mais il a une force naturelle qui lui permet encore d'être dans le coup. Triolzi avec Leingruber. Toujours 3-0 pour Fribourg-Gotteron qui a pu compter sur un Thomas Östlund impérial. Thomas Östlund toujours avec la canne d'un défenseur. Et arrêt d'Östlund avec un matériel pas vraiment approprié. Mauvaise passe de Fourler pour se le offrir. Attention à Magic Fourler qui va essayer de faire tout seul, mais on joue avec les coups très hauts là pour l'instant côté bernois. Et il y a Tsenhaisen qui est tout seul. Tsenhaisen face à Tosio. Et bon arrêt du gardien bernois. De quoi peut-être remettre un peu sa formation en confiance. Triolzi avec Weber, tir de Weber. Et goal. Et goal de Berne avec ce puck qui ricoche sur Thomas Östlund. Et un peu de malchance là pour le Suédois qui s'avançait vers un blanchissage. 9 minutes et 7 secondes de jeu. Et on va revoir le tir de Weber qui ricoche sur le Suédois. Et ce puck qui s'en va mourir du mauvais côté de la ligne fatidique. Une minute 40 encore dans ce match. Et Gotteron qui reprend un peu des couleurs après le but de Weber tout à l'heure grâce à Sleofer. Déviation de Tsenhaisen devant Tosio. Contre-attaque bernoise. Leuenberg, Weber. Des clous devant Leuenberg. Dégagement le long de la bande. Et goal. Oh là là, il faudra revoir ça. Mais alors là, les Bernois qui profitent d'un puck un peu bizarre. On va revoir ça. En tout cas, Thomas Östlund à 1 minute 18 de la fin du match s'incline pour la deuxième fois ce soir. De quoi faire rebondir la partie. Ce puck qui rebondit derrière la cage du Suédois qui revient en jeu. Östlund ne s'en rend pas compte. Et Leingruber a bien suivi. Il marque entre les jambes. 3-2. 1 minute 15 à tenir désormais pour les Fribourgeois. Ça va devenir très très difficile cette fin de match. Philippe Marquis va peut-être profiter des espaces. Attention Marquis pour Torgaïev qui rate l'immanquable. Pavel Torgaïev qui ne figure pas encore parmi les compteurs ce soir. On est dans la dernière minute. Triolzi pour Steinegger. Le sauvetage de Thomas Östlund. Et Marquis qui va pouvoir dégager, remettre sur Torgaïev qui ne pourra pas passer.
Renato Tosio a quitté sa cage. Il reste 11 secondes à jouer. 6 Bernois contre 5 Fribourgeois. Gauthieron qui va essayer de se dégager une dernière fois avec Mario Rotaris ou avec Robert Sleofer. Les dernières secondes qui s'égrènent et c'est terminé. Fribourg-Gauthieron bat Berne 3-2. 5e victoire de la saison pour les Fribourgeois. De quoi forger un moral de vainqueur avant le difficile déplacement de demain à Zurich. Mais dis donc, quel match, un match animé, spectaculaire, rythmé à Saint-Léonard. Alors Eric, vous avez suivi, vous, la partie entre Lugano et Cloton, c'était là aussi spectaculaire? Oui, c'était assez spectaculaire, mais vous savez, Lugano-Cloton, il n'y a pas si longtemps, c'était une affiche fantastique, c'était une belle affiche tout de même ce soir, avec deux choses à noter. Tout d'abord, Cloton n'a pas gagné à Lugano depuis 2 ans, et puis la deuxième, c'est que Lugano, en cas de victoire, pouvait espérer prendre la tête du classement si Ambry, bien sûr, chutait. Alors, on ne va pas parler d'Ambry, bien sûr, maintenant, on va déjà d'abord voir ce qu'a fait Lugano face à Cloton, et on entre dans la 14e minute de la première période. Les Tessinois vont marquer un premier but, un but signé Voisard, et Voisard qui a été servi par Fuchs, donc 2 ex-bernois qui marquent le premier but et le seul but de ces 20 premières minutes. Le gardien Murer battu, et ça sera donc 1-0 après 20 minutes de jeu. Et il faudra attendre longtemps dans la deuxième période avant de voir un autre but. C'est la 16e minute. Et en supériorité numérique, Bruderer va permettre à son équipe d'égaliser. Bruderer servi par Sjödin. D'ailleurs, c'est Sjödin qui passe derrière la cage du gardien Huet. Et regardez sur le ralenti, le gardien de l'équipe de France, Cristobal Huet, n'est pas exempt de reproches sur cette première réussite de l'équipe zurichoise. 1-1 après 40 minutes de jeu. On va entrer dans le 3e tiers-temps. Et là, on va retrouver un Cristobal Huet qui n'est pas tout à fait à son affaire. Derrière la cage, Ruffener qui contourne tout le monde et qui tire. Ça n'a pas l'air bien puissant et Huet est battu de manière un peu surprenante. Mais l'important pour Cloton, c'est qu'il prend l'avantage. Un Cloton qui, depuis l'arrivée de Yurtsinov, en tout cas, fait passablement de progrès et commence à vraiment tutoyer les meilleures équipes du championnat. 2-1 donc après 6 minutes de jeu dans cette ultime période. Mais on va le voir dans la minute suivante. Alors que Lugano est privé d'un joueur, ils sont à 4 contre 5, les Tessinois, eh bien, ils vont marquer un but qui va être signé Andersson, le défenseur suédois qui marque son 4e but de la saison. C'est 2-2 après 7 minutes de jeu dans cette ultime période. Il n'y aura pas d'autre goal marqué avant la fin du match. 2-2, cela signifie donc prolongation. Eh bien, les prolongations ne donneront rien. On en reste à ce score de 2-2 une dernière fois. On va revoir le but d'Anderson. Voilà, donc c'est une relative contre-performance pour Lugano. Lugano qui a dû suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passait à Ambri-Piotta, Bernard. On connaît la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. Ah oui, c'est vraiment une immense rivalité. Ambri-Piotta qui recevait Rapperswil-Jona avec 4476 spectateurs à la Valachère. On va voir des images de cette partie qui a été extrêmement engagée. C'est la 9e minute et c'est Rapperswil qui attaque déjà avec Wimmer, Richard, et c'est Lindberg qui ouvre la marque. 1-0 pour Rapperswil. Les Bianco-Blues sont pris à la gorge, mais ils ont un joueur qui est extrêmement fort, c'est Petrov. 19e minute, Petrov absolument tout seul égalise 1 partout. Les hommes de Larry Ouras respirent quelque peu. On revoit le solo absolument magnifique de Oleg Petrov, qui a battu Verly sans problème. 34e minute cette fois avec Lindberg, Roggenmoser et Richard qui marquent. Rapperswil se bat 2-1 en faveur de Rapperswil. Il y a beaucoup d'opposition pour les Bianco Blues qui ne se baladent pas, comme vous le voyez. 2-1 en faveur de